Nicolas Stanzik, bonjour. Bonjour. Nous allons parler de votre livre Dans les griffes de la Hammer, paru aux éditions Scali. Et pour en parler, une première image que je vous tends et vous laisse décrire. Alors, c'est l'image d'une église dans laquelle je pourrais voir, au fond, je n'en suis pas tout à fait sûr, mais ça pourrait être Peter Cushing dans le rôle du capitaine Clegg. Les fidèles ont l'air de l'écouter de manière extrêmement attentive. Oui, moi ça me fait penser au Captain Clegg, hein, donc une production Hammer de 1962 dans laquelle un pirate se faisait passer pour un ecclésiastique, voilà. Votre livre, qui est une étude sur le phénomène Hammer en France et ce qu'il a changé dans la façon de voir des critiques et des spectateurs, s'ouvre et se ferme dans une salle de cinéma, dans une espèce de culte comme ça en fait. Vous avez théâtralisé vous avez mis en scène l'ouverture et la fermeture du livre, et tout ce qui se passe entre-temps amène au changement de salle qui va s'opérer et au changement de perspective. Je me mélange les pinceaux, mais je vais vous laisser quand même continuer là-dessus. Bah voilà, oui, c'est tout à fait ça. En fait, qui est dans les griffes de la Hammer si ce n'est le public? Et donc, ouais, le livre s'ouvre avec une séance inaugurale qui a eu lieu au midi-minuit, qui était une salle de quartier, boulevard Poissonnière à Paris, qui était une salle de mauvaise réputation, entre guillemets, parce que c'était une salle dans laquelle déferlait tout ce qui relevait du sexe, de la violence, du fantastique, de l'horreur, etc. Et 40 ans après, les mêmes films donc de Terence Fisher qui sont passés dans cette salle le midi-minuit en 1959, 1960, etc., sont passés à la Cinémathèque, donc dans une salle postmoderne, dans une salle au contraire très, très bien vue. Et voilà, c'était en fait ce que j'ai essayé d'écrire, c'est tout ce parcours, c'est le parcours de ces films, le statut culturel de ces films, comment on les a vus, pourquoi on les a aimés, pourquoi on les a détestés. Ça aussi, c'est très intéressant. Comment une cinéphilie fantastique est née, comment elle a interagi avec les autres cinéphilies, et comment la Hammer, dans toute cette histoire-là, a fait office d'emblème, en fait. Et alors, ils ont été notamment détestés parce que la Hammer, à cette époque-là, c'était subversif, ils cassaient des tabous, notamment au niveau de la religion. Les médias qui étaient proches des religions n'aimaient pas beaucoup la Hammer, donc il y a ce côté transgressif que je voulais amener avec l'image aussi. Oui, voilà. Oui. Bah, c'est vrai que oui, quand ces films débarquent à la fin des années 50 en France, c'est un cinéma d'une radicale nouveauté. C'est-à-dire que sur un plan esthétique, c'est une vraie transgression. Parce que, alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que pour la première fois, ce sont des films fantastiques en couleur. Pour la première fois, on pense le fantastique avec du rouge, du bleu, du vert, avec des oppositions comme ça chromatiques. Et le Technicolor a permis une innovation qui a été de mettre en place une esthétique sanglante. Dans les films de Terence Fisher, c'est vraiment ça. Pour la première fois, le sang coule de manière voluptueuse au cou des victimes de Dracula. Il coule lors des expériences du baron Frankenstein. Et donc tout ça, rien que sur le plan esthétique, c'était une transgression. Mais il y avait l'autre force de tous ces films, c'est qu'en décrivant en fait une société très précise, qui est celle en gros du 19e siècle, de la société victorienne anglaise, en fait, on s'attaquait aux valeurs de la société victorienne qui perduraient encore au 20e siècle. Et on mettait en scène des monstres qui, précisément, mettaient à mal ces valeurs-là, quoi. Dracula, quand il arrive, il met à mal le puritanisme de l'époque. Voilà. Et donc, pour cette raison-là, ces films, oui, ont été littéralement détestés, littéralement condamnés. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce d'unanimité, à un moment donné, de la presse catholique, avec Télérama en tête, qui hurlait contre ces films en disant « ça va créer des générations de détraqués, des générations de pervers, c'est un attentat à la dignité du public ». De l'autre côté, il y avait la presse communiste qui disait « oui, mais tous ces films-là détournent de l'horreur politique réelle du monde, donc c'est pas bien ». Il y avait la presse cinéphile en général qui pouvait aller des cahiers du cinéma jusqu'à la revue cinéma, en passant par la saison cinématographique et différentes choses comme ça. Eux, ils condamnaient tout ça de manière on va dire esthétique, mais en gros, ils se cachaient derrière des alibis intellectuels pour masquer en fait une gêne réelle devant ce cinéma-là. C'est-à-dire qu'on traitait ce cinéma d'infantile.
On disait voilà, c'est du fantastique, on met en scène des monstres, les loups-garous, les vampires, ça n'existe pas, donc c'est complètement stupide de filmer ça, c'est des films pour enfants. Et en même temps, ça pouvait pas non plus être des films pour enfants, parce que c'était sanglant, parce que c'était érotique, parce que c'était quelque chose qui donc déménageait. Donc on a inventé à cette occasion-là une espèce d'étrange catégorie, les films infantiles pour adultes. Et alors, pour terminer avec mon histoire, mon image, où je voulais aborder 3 points, il y a aussi le culte, les rituels qu'ont mis en place les cinéphiles du fantastique. Bien sûr, oui. Parce que la cinéphilie, on a souvent rapproché la cinéphilie d'un véritable culte, et la cinéphilie fantastique, elle échappe pas à la règle. C'est-à-dire que dans les années 60 sont apparues un certain nombre de salles spécialisées dans le fantastique, dans l'horreur, et sont devenues de véritables temples. Voilà. Et toute cette cinéphilie s'est organisée vraiment autour de ce qu'on pourrait appeler une espèce de rite contre-culturel qui consistait, par exemple pour le midi-minuit, à se retrouver tous les mercredis au moment du changement de programme pour aller voir le film qui allait être passé cette semaine-là. Quel que soit le film, d'ailleurs, on pouvait aller voir une obscure série Z allemande, on pouvait aller voir des nudies américains, des Benazera, des Max Pécasse, et en même temps, on pouvait aller voir le dernier Hammer ou alors le dernier Mario Bava. Il y avait une espèce de sublimation, on va dire, d'un geste populaire qui consiste à aller au spectacle comme ça chaque semaine. Et en même temps, c'était une cinéphilie donc qui héritait de cet héritage populaire et qui en même temps s'inscrivait aussi dans une démarche assez libertaire, quoi. Voilà, il y a quelque part tout ça mène à mai 68. Et d'ailleurs, c'est pas tout à fait un hasard si en 68, enfin, les productions Hammer commencent à être bien vues par la critique. À tel point qu'il y avait vraiment une unanimité à un moment donné, juste après 68, autour des Dracula de la Hammer. Voilà. Alors, la deuxième image, pour continuer à en parler, peut-être moins simple, moins évidente, je sais pas. Il n'y a pas besoin de lire, par contre. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Je vois une colonne vertébrale. Tout ça, moi, ça m'évoque plutôt le baron Frankenstein, là, ce coup-ci. C'est-à-dire cette espèce de positivisme, de scientisme qui était mis en scène, alors toujours dans les films de Terence Fisher, vu que là, pour le coup, c'est vraiment lui qui a fait quasiment tous les Frankenstein. À l'inverse de Dracula, Fisher avait fait les 3 premiers Dracula. Après, il y a eu d'autres réalisateurs au sein de la Hammer. Oui, quand je parlais de radicale nouveauté tout à l'heure par rapport à la Hammer, ce qu'il faut bien voir, c'est que par exemple, par rapport au mythe de Frankenstein et par rapport au film classique des années 30, le cycle Universal qui avait été produit donc aux États-Unis avec Boris Karloff et Bela Lugosi, on a vraiment une rupture aussi dans le traitement des mythes. Et c'est particulièrement parlant avec le mythe de Frankenstein. Dans les années 30, on a encore l'idée de ce baron un peu blasphémateur et qui très rapidement regrette son acte, voit bien qu'il a défié Dieu et donc du coup, voilà, il y a une espèce de malédiction, la créature sera ratée, ça provoquera des meurtres, etc. Dans les Frankenstein de la Hammer, pas du tout. Dieu, on s'en fout complètement. C'est la première variation, on va dire, la première version complètement athée et matérialiste du mythe de Frankenstein. Le baron Frankenstein est une espèce de savant absolument génial qui est doué d'un savoir au-delà du sens commun et donc il s'assume de manière complètement amorale. C'est une sorte de surhomme nietzschéen quelque part et donc du coup son échec dans ces films-là vient non pas de Dieu mais en général des limites du monde et donc des hommes qui l'entourent, du puritanisme ambiant qui condamne ses activités, de tout cela, de son entourage. Et c'est ce qui fait vraiment d'ailleurs le fait que ces films sont absolument passionnants. Le cycle Frankenstein, c'est vraiment une des sagas les plus intelligentes du cinéma fantastique. Je voulais aborder aussi ce que vous appelez la colonne vertébrale de votre livre, oui. Qui se base sur 3 choses. Des livres préexistants, dont vous poursuivez la réflexion, les revues de cinéma fantastique qui ont apparu au fur et à mesure que la Hammer commençait à se faire connaître en France, enfin qui ont popularisé, aidé à faire connaître la Hammer, et aussi toute une partie d'interviews de gens qui ont connu cette époque et qui ont, encore une fois, aidé à faire apprécier la Hammer. Oui, tout à fait. Ouais, alors là, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sources pour écrire le livre. Et l'une des sources qui était la plus importante à mes yeux, en dehors effectivement de toutes ces traces laissées par le déferlement Hammer, comme ça dans la presse, dans les ouvrages, tout ça, c'est effectivement le fait d'avoir rencontré les cinéphiles fondateurs des revues, les premiers à avoir défendu Fisher quand tout le monde le vouait aux hégémonies. C'était
ouais, c'était vraiment une espèce d'histoire entre guillemets un peu fabuleuse qu'ils m'ont raconté. Et c'est un des aspects d'ailleurs qui m'a le plus intéressé par rapport à la cinéphilie fantastique, c'est que qu'est-ce qu'un cinéphile fantastique si ce n'est quelqu'un qui aime les mythes, voilà. Et quelque part, en essayant de retranscrire toute cette tradition orale de tous ces figures emblématiques de la cinéphilie fantastique, ce que je voulais mettre en évidence, c'était aussi le fait que cette cinéphilie-là a sécrété ses propres mythes. Et dans le cas de la Hammer, c'est absolument évident que dans les années 70, par exemple, la Hammer, c'est plus seulement des films qu'on apprécie, c'est pas seulement des classiques, c'est aussi une mythologie en tant que telle. C'est-à-dire quand de jeunes cinéphiles mettons 15-16 ans débarquent au Festival du film fantastique de Paris et aperçoivent Christopher Lee ou découvrent la Hammer dans le cadre de la rétrospective, parce qu'il y avait une rétrospective annuelle, quelque part, il y a... Comment dire, c'est non seulement l'initiation à un cinéma, mais c'est en même temps l'initiation à une cinéphilie rêvée, qui était celle des pionniers de la cinéphilie fantastique au début des années 60. En ce temps-là, il suffisait d'aller dans une certaine salle de quartier pour voir un certain type de film, pour faire un geste subversif. Quelque part, en voyant un film Hammer dans les années 70, alors que ce cinéma-là n'est plus vraiment subversif en tant que tel à ce moment-là, on prolonge ce geste et on se vit un peu comme le témoin rebelle d'une époque pourtant révolue. Et donc, tout ça passe par le prisme vraiment d'une mythologie Hammer qui s'est transmise jusqu'à nous, hein, d'ailleurs, qui existe toujours aujourd'hui. C'est ce qui fait que c'est un cinéma culte aujourd'hui. Voilà. Alors, la troisième et dernière image. Ah, évidemment, Terence Fisher. Alors ça, c'est la question, c'est une des questions centrales du livre. J'ai pas arrêté de me poser la question. Plutôt Fisher ou plutôt la Hammer. Voilà, c'est-à-dire que c'est une question que j'ai posée d'ailleurs à tous les cinéphiles que j'ai rencontrés et dont les entretiens sont retranscrits dans le livre. En fait, c'est un peu c'est la question de l'œuf ou de la poule, c'est-à-dire qui a inventé quoi? Est-ce que c'est Fisher qui invente la Hammer ou est-ce que c'est la Hammer qui invente Fisher? Je crois qu'il y a un peu des deux en fait, tout simplement. Le fait est que le plus grand cinéaste de la Hammer, celui qui a vraiment fait une œuvre, qui est un vrai auteur en tant que tel par sa mise en scène, hein, parce qu'il n'a jamais écrit de scénario par ailleurs, c'est évidemment Terence Fisher. C'est lui qui lance le cycle gothique, qui a fait la célébrité du studio dans les années 57-62. C'est lui, à ce moment-là, il est seul à faire ces films-là, et il repasse en revue tout le bestiaire classique de l'épouvante, Dracula, la momie, Frankenstein, le loup-garou, le fantôme de l'opéra, la Gorgone, etc. Mais en même temps, son succès a été possible parce qu'il était entouré d'une équipe technique qui s'est spécialisée à cette occasion-là dans ces films-là, et qui était une équipe technique qui était absolument brillante. Il y avait un chef opérateur qui s'appelait Jack Asher, qui a vraiment permis à Fisher de faire tout ce travail sur la couleur, les oppositions de rouge, de bleu dont je parlais tout à l'heure, tout ce travail sur le rouge, le sang, avec une espèce de symbolique métaphysique comme ça, ce qu'on n'avait jamais vu jusque-là. Il y avait un compositeur de musique qui s'appelait James Bernard, qui a vraiment été l'une des autres signatures de la Hammer. C'est-à-dire que quand on voit même les films tardifs de la firme dans les années 70, même s'ils ne sont pas réalisés par Terence Fisher, on continue d'entendre la musique de James Bernard, et c'est ce qui identifie vraiment le truc. Il y avait évidemment les acteurs, Peter Cushing, Christopher Lee, c'est Fisher qui les a vraiment lancés à cette occasion-là. C'est devenu un peu les Laurel et Hardy de l'horreur. Donc pour toutes ces raisons, c'est vrai que c'était aussi un travail collectif. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont travaillé au sein de la maison Hammer ont toujours dit que c'était un peu une espèce de famille. Il y avait vraiment, c'était une toute petite société de production. Ils travaillaient dans des tout petits studios. C'était les studios de Bray, près de Londres. Et donc voilà, c'est ce qui a fait d'ailleurs que d'un film à l'autre de la Hammer, on avait une espèce d'univers qui se prolongeait. On retrouvait les mêmes acteurs, les mêmes seconds rôles, on retrouvait le même travail sur les couleurs, tout ça, quoi. Mais pour autant, ce qui reste quand même de la Hammer, maintenant, il me semble que c'est quand même vraiment Fisher. C'est-à-dire que lui a fait vraiment une œuvre absolument passionnante, et c'est ce qui fait que ces films-là, même si dans leur rapport au fantastique, même si dans leur rapport à l'horreur ou à l'érotisme, ils sont évidemment aujourd'hui désuets, on ne fait plus du tout les choses comme ça. Mais c'est ce qui fait quand même que néanmoins ce cinéma-là continue d'être moderne quelque part, parce que il a influencé toutes sortes d'autres cinéastes. Quand on voit par exemple le travail de Tim Burton, quand on voit
même à l'opposé, quelqu'un comme George Lucas dans Star Wars, il y a de multiples références au travail de Fisher. Il y a, même dans les tout derniers d'ailleurs, dans l'épisode 3, là, celui qui est sorti en 2005, il y a des références à la nuit du loup-garou, il y a Anakin qui meurt brûlé dans une espèce de gestuelle qui est tout à fait tirée du cauchemar de Dracula, quand Dracula meurt brûlé par le soleil. Enfin, il y a plein de choses comme ça, c'est vraiment un cinéma qui s'est imposé. Et s'il s'est imposé, c'est parce que quelqu'un comme Terence Fisher a vraiment eu un rôle, on va dire, de passeur entre le cinéma classique, hérité de Lang, de Hitchcock, tout ça, de passeur vers le cinéma moderne. Voilà. Il y a une prise de conscience de ça maintenant. Vous avez commencé le livre en 2004, j'ai l'impression. En tout cas, les entretiens ont été réalisés en 2004. Et juste avant la sortie de votre livre, il y a eu la rétrospective Fisher à la Cinémathèque. D'ailleurs, c'est la rétrospective Fisher qui a permis l'édition du livre. C'est tellement vrai, d'ailleurs, que j'avais participé à une table ronde à l'invitation de Jean-François Roger sur Fisher. Et c'est le jour de cette table ronde que j'ai rencontré le directeur de collection de la maison d'édition qui m'a édité. Voilà. Est-ce que vous aimeriez ajouter autre chose sur ce livre ? En fait, il correspond à quelque chose de très personnel pour moi, dans la mesure où... juste une petite anecdote, voilà. Moi, je me suis intéressé à la Hammer en fait très tôt dans l'enfance à cause d'une vision manquée. C'était en 1985, j'avais 7 ans et c'était à cause de la dernière séance, l'émission d'Eddie Mitchell. Et en deuxième partie de soirée, ils avaient passé le cauchemar de Dracula. J'avais vu des photos dans le magazine télé que mes parents achetaient. Je voulais absolument voir ce film. Et évidemment, c'était trop tard, j'étais trop petit. On m'avait donc interdit de le voir. Et j'avais dû attendre quelques années comme ça en fantasmant cet univers-là, ces films-là, tout ce décorum. Et j'ai finalement vu mon premier Dracula, je crois, en 1987 ou 8. C'était aussi la dernière séance. Et le lendemain de cette vision, je m'étais mis en tête de faire un livre qui serait une adaptation en nouvelle donc de ce Dracula. Alors j'avais commencé, j'avais fait une couverture, j'avais fait tout un truc d'enfant, quoi. Et je me suis aperçu récemment, parce que je suis retombé dessus, en fait, je l'ai retrouvé, je l'avais pas acheté. Je me suis aperçu récemment que la couverture que j'avais dessinée à cette occasion, finalement, ressemble comme deux gouttes d'eau au visuel qui a été retenu pour Dans les griffes de la Hammer. Donc, quelque part, je me dis que finalement, ce livre-là, c'était un peu le truc que je voulais faire quand j'étais gamin. Voilà. Donc, ça correspond à un truc assez personnel pour moi. Le visuel, c'est l'affiche dessinée, peinte de Cauchemar de Dracula. Voilà, c'est ça. Que je ne connaissais pas à l'époque, en fait. Ça, je l'avais pas vu. Merci beaucoup, Nicolas Stanzik. Dans les griffes de la Hammer est paru aux éditions Scali.